Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe, aujourd'hui à Bruxelles, pour notre émission dédiée à notre grand concours de vidéos sur l'Europe à destination des jeunes. Ils ont été 260 à s'inscrire dans les catégories lycéens, étudiants ou encore élèves des écoles de journalisme. Nous avons reçu 30 très bonnes vidéos que nous avons dû départager avec 4 vainqueurs. Ils ont été récompensés à Europa Experience à Paris. La politique de cohésion, c'est vraiment l'Europe qui investit dans les régions, qui essaie d'aller là où il y a le plus de besoins, et c'est vraiment la solidarité au quotidien. Derrière la politique de cohésion, en France, il y a des milliers de projets. Donc, les vidéos que vous avez faites, elles nous ont vraiment plu, elles nous ont émus, elles nous ont impressionnés. Je suis bluffée par le choix des sujets que j'ai trouvé extrêmement pertinents et très divers. Je suis bluffée sur la pose de la voix, je suis bluffée sur le ton, je suis bluffée sur le montage, sur l'infographie, sur le tournage. Et là, le fait que ce soit des jeunes et qu'ils parlent de cette Europe en proximité, voilà, c'est une belle image de l'Europe de cohésion, une Europe unie. C'est aussi évidemment une Europe qui partage des valeurs communes. Et pour commencer dans notre catégorie lycéen, le prix va à Salwa Zenasni El Anizi du lycée Stéphane Liégeard près de Dijon en Côte d'Or. Elle nous propose une petite vidéo très sympathique. L'Europe de la cohésion, mais comment ça marche? Ça, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est formée aujourd'hui de 27 pays. Dans ces pays, on retrouve des différences pas seulement culturelles, mais aussi économiques et sociales. En effet, il y a des pays plus ou moins développés. Pour mieux comprendre, il faut imaginer que c'est une course entre les pays les plus avancés, comme les Pays-Bas, la France ou l'Allemagne, ou les pays en cours de développement, comme la Bulgarie, la Roumanie ou la Croatie. Cette course n'est pas une compétition entre pays, car son objectif est que chacun puisse avancer et atteindre les mêmes opportunités. En effet, dans ces pays, on retrouve différentes inégalités dans différents domaines. En Europe, tous les pays ne partent pas du même point. Les différences sont bien réelles. Par exemple, au Luxembourg, les salaires sont parmi les plus élevés, tandis qu'en Bulgarie, ils sont beaucoup plus faibles. Les infrastructures aussi varient, des réseaux modernes en Allemagne contre des équipements encore en développement en Roumanie. Ces écarts créent un déséquilibre, une Europe où tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Pour ça, ces pays ont créé une sorte d'alliance où ils s'entraident et partagent. Une des principales priorités du Comité européen des régions est de démontrer que la cohésion ne consiste pas qu'à l'économie, mais c'est une valeur fondamentale de l'Union européenne. Pour réduire ces écarts, l'Union européenne agit. Elle mise sur un principe essentiel, la cohésion. Grâce à des aides financières et des projets concrets, elle soutient les régions les plus en difficulté. Concrètement, cela signifie des routes construites, des écoles rénovées, des emplois créés et des régions qui se développent. Par exemple, cette cohésion aide aux jeunes à étudier et à travailler, notamment par des programmes comme Erasmus ou des projets pour réduire le chômage. Grâce à la cohésion, les écarts diminuent. Les pays avancent, non pas seuls, mais ensemble. Car en Europe, le vrai objectif n'est pas d'être le premier, mais de ne laisser personne derrière. La cohésion, c'est construire une Europe plus juste, plus forte et tournée vers un avenir commun. Dans la catégorie étudiante, le jury était très partagé et donc a désigné 2 ex-aequo. D'abord, Mélanie Barseni de l'ISCOM pour sa vidéo Humaine et en mouvement, comment l'Europe finance la gastronomie de demain et l'autostop. L'Europe, un terme souvent lointain, abstrait, pourtant elle est bien présente dans nos vies. Pour certains, elle accompagne des parcours, pour d'autres, elle crée des rencontres. 2 histoires qui ont pris vie grâce à l'Europe. C'est ce que j'ai choisi de vous raconter. Le petit plat, en quelques mots, ça permet à des jeunes qui étaient sans solution et qui avaient des problématiques cognitives, d'apprentissage ou des problématiques familiales, de reprendre confiance en eux dans un premier temps. Et au-delà de ça, d'arriver, de délivrer un diplôme et de pouvoir les insérer dans le monde professionnel. On propose des cours, un CAP PSR, production, service en restauration, un CAP cuisine et une mention complémentaire traiteur, la CS.
Ce qui change notre école, les écoles de production, d'autres centres de formation, ce qu'on appelle dans le jargon des écoles de production le faire pour apprendre. Tout se fait sur place. Donc vous avez le restaurant pédagogique et vous avez les cours qui se passent ici aussi. Production, c'est soit que ce soit en salle, en cuisine ou au snack en bar. Ce qu'on prépare, c'est vendu à des vrais clients qui viennent manger tous les midis. Au fur et à mesure, du coup, j'ai pris en maturité, j'ai appris à travailler, à être autonome. Ça m'a permis d'aimer, de vouloir trouver mon après. Cette formation m'a donné beaucoup plus confiance en moi, même pour en faire mon métier plus tard. C'est ma passion, je me lève et je sais que j'ai envie d'y aller. On va dire que le petit pas, le fait d'avoir des vraies responsabilités m'aide à être meilleur, à être plus discipliné. C'est une très bonne école, vraiment. Moi, j'adore la restauration, alors pouvoir y travailler plus de 3 fois par semaine, c'est vraiment incroyable. Sur les fonds publics, on a un fonds de l'État par élève et on a un fonds social européen. Si on n'avait pas ce fonds, et on peut remercier l'Europe pour ça, on ne pourrait pas financer la scolarité et tout l'établissement, les salaires, etc. Quand j'ai su que l'Europe soutenait vraiment les écoles de production, donc le TUCA, ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a fait comprendre que l'école était valorisée. Savoir que l'Europe nous soutient, savoir qu'une si grande chose soutient une si petite chose, ça représentera un gain d'énergie et un gain de confiance en soi, tout simplement. Au-delà d'un diplôme, c'est vraiment la reprise de confiance et puis se dire je sais faire quelque chose, quoi, et j'y arrive. Et ils y arrivent très bien. Et un de nos gros projets chaque année, c'est notamment Eurostep, qui nous demande de travailler de septembre jusqu'à avril et qui est un projet caritatif. Le but de la course, c'est de faire une course caritative en autostop au profit de la Fédération européenne des banques alimentaires. Et ça implique 175 participants. Traverser l'Europe pour traverser l'Europe, c'est amusant, mais peut-être que ça manque de sens. Rajouter une dimension solidaire au projet, ça permet de mieux associer les étudiants à une cause européenne. Et cette année, on a récolté plus de 19 000 €, c'est une grande fierté. L'expérience, elle a duré 2 jours en gros de stop et après 3 jours sur place. Ça avait vraiment pas le même impact que si on avait fait juste un voyage en prenant l'avion en fait. Parce que j'ai l'impression que quand on est reparti de là, je me sentais changée quoi. Genre, comme si notre vision sur le monde, elle avait vraiment évolué alors qu'on était parti 5 jours. On a appris pas mal sur la géographie européenne. Et puis c'est surtout, je pense, en termes de rencontres, c'est assez fou d'avoir rencontré tellement de gens de pays différents. Quand on est arrivé à Prague, la sensation, quand on sortait du métro, on était tellement heureux, aussi fiers de nous parce qu'on se dit waouh, on a fait tout ça par nous-mêmes, juste en stop quoi, c'est dingue. Aider et rapprocher, c'est pas 2 termes qui sont opposables et je pense qu'on peut rapprocher en aidant et on aide en rapprochant les gens. J'espère qu'en aidant cette banque alimentaire à Prague, on a permis de faire se rapprocher à la fois les participants de notre course mais aussi les participants avec un projet qui est solidaire. Que l'Europe, c'est ça au final, c'est aider, rapprocher ensemble et l'un dans l'autre, je pense que ça s'imbrique bien. Et ex aequo dans la catégorie étudiants, William Boucher et Loïc Arbonnier du Collège d'Europe, le fameux Collège de Bruges. Ils nous proposent de regarder comment l'Union européenne et les fonds FEDER reconstruisent nos régions. C'est une vidéo historique particulièrement travaillée du point de vue graphique. Connaissez-vous le point commun entre ce skatepark en Belgique, ce pont en Croatie et cette bibliothèque à Chypre? Eh bien, ils ont tous été cofinancés par FEDER, le Fonds européen de développement régional. Il s'agit d'un des programmes les plus importants de la politique européenne de cohésion. Son objectif, réduire les inégalités de développement et financer des projets d'avenir sur l'ensemble des régions les plus pauvres de l'Union européenne. Mais comment ce programme a-t-il vu le jour? Pour répondre à cette question, il faut remonter plus d'un demi-siècle en arrière. Après plusieurs années d'immobilisme sous Charles de Gaulle, Georges Pompidou, élu en 1969, relance la construction européenne. Il accepte alors l'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande à la Communauté économique européenne, qui passe alors de 6 à 9 membres. Pour préparer leur entrée, est alors organisé en 1972 un sommet à Paris qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des discussions va s'imposer l'idée d'un nouveau fonds européen dont le fonctionnement reposerait sur un principe de redistribution. Son objectif est de réduire les divergences économiques en redirigeant les excédents des régions développées vers les périphéries. À cette époque, cette initiative reçoit un large soutien, et ce, pour 3 raisons principales. D'abord, le fonds permettrait de soutenir les régions les plus fragiles, face à la concurrence des États-Unis, de la Chine et du Japon.
Ensuite, pour le gouvernement britannique, ce fonds représente un argument supplémentaire auprès de leur électorat, alors encore très sceptique à l'idée d'une adhésion à la communauté économique européenne. Pour la Commission européenne, le fonds FEDER marque un pas décisif pour l'intégration du continent. C'est garantir la solidarité au sein de la communauté. Cependant, Georges Pompidou s'inquiète qu'un soutien européen trop important désinciterait les États et les entreprises à soutenir les régions qui en ont le plus besoin. Désireux de trouver un compromis, le gouvernement français accepte la proposition, mais pose ses conditions. Les autorités nationales devront continuer à financer une partie des projets. C'est le principe de cofinancement. L'action de la communauté complète, mais ne se substitue pas aux États membres. Avec l'adoption en 1975 du fonds FEDER, la politique de cohésion devient alors le deuxième poste de dépense du budget européen. Au fil de l'élargissement de la communauté, le fonds accélère le rattrapage économique des nouveaux États membres. D'abord en 1981 et en 1986 avec l'adhésion de la Grèce, puis de l'Espagne et du Portugal, et surtout en 2004 avec l'accession à l'Union européenne des anciens pays socialistes d'Europe centrale et orientale. Bien que conçu il y a plus de 50 ans, le fonds FEDER continue de s'adapter aux nouveaux enjeux de l'Union européenne. En témoigne l'obligation depuis 2021 de consacrer plus de 30% du fonds à la transition verte. Et depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, l'idée d'élargir l'Union européenne gagne du terrain. Or, en 2024, le PIB par habitant en Ukraine est 2 fois moins élevé que la moyenne de l'Union européenne. C'est pourquoi, si l'on venait à admettre de nouveaux pays au sein de l'Union européenne, le fonds FEDER jouerait un rôle d'autant plus important. Et pour finir, dans la catégorie étudiants en école de journalisme, la gagnante est Emma Lauré de l'Académie ESJ de Lille pour ce que nous avons intitulé Urgence cardiaque, comment l'Union européenne vole au secours des nouveau-nés. Un reportage très émouvant qui a tiré quelques larmes à certains membres de notre jury. Et malheureusement, ce transport était source de complications, source de gravité et malheureusement dans certains cas, même source de décès. On m'a dit qu'il allait partir en hélicoptère. J'ai pris connaissance de la gravité quand même de la chose. Chaque année en France, il naît 1% de nouveau-nés atteints de cardiopathie congénitale. 8 bébés sur 1000. C'est le nombre d'enfants chaque année en Europe qui naissent avec une malformation cardiaque. Dans les Hauts-de-France, ça représente environ 250 enfants par année. Mais jusqu'en 2020, aucun de ces enfants des Hauts-de-France ne pouvait être opéré dans leur région. Il n'existait pas d'activité de chirurgie cardiaque au CHU de Lille. Les enfants de la région Hauts-de-France, qu'ils naissaient à Calais, à Boulogne, à Lille, à Maubeuge ou à Amiens, devaient être transférés dans les centres parisiens pour se faire opérer. Mais ce transfert, il représente de nombreuses contraintes. Déjà, d'un point de vue médical, l'enfant il doit avoir des soins spécialisés jusqu'à temps qu'il arrive à Paris. Et malheureusement, ce transport était source de complications, source de gravité et malheureusement dans certains, même source de décès. Et puis du côté des familles, ça représente un coût qui est énorme. On doit penser au logement, au trajet, alors même que la région des Hauts-de-France est une des plus marquées par la pauvreté. Donc parfois, certains enfants ne pouvaient même pas être accompagnés de leurs parents. Mais en 2020, le projet KidsEarth change la donne. Un partenariat créé entre l'hôpital Jeanne de Flandre et les cliniques Saint-Luc à Bruxelles. L'objectif, c'est d'éviter aux familles d'aller jusqu'à Paris en privilégiant un trajet plus court vers Bruxelles. Mais le projet va aussi plus loin, puisque 51 médecins et 28 paramédicaux du CHU de Lille sont formés par les équipes à Bruxelles. Et aujourd'hui, ils peuvent désormais opérer les enfants directement à Lille. C'est un projet qui est né d'une coopération interrégionale soutenue par le programme européen Interreg. Mais pour mieux comprendre ce projet, je me suis rendue sur place au CHU de Lille. Alors, je m'appelle Rachel, je suis la maman de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et Samuel, qui à la naissance a eu plusieurs cardiopathies. C'est au bout de son 13e jour, il a commencé à avoir du mal à respirer. Enfin, Samuel est parti avec le SAMU jusque Jeanne de Flandre. Et de là, en fait, on nous a dit qu'il allait devoir être opéré d'une coarctation en urgence parce qu'il était en choc cardiogénique. Quand j'ai demandé comment il allait partir, on m'a dit qu'il allait partir en hélicoptère. Et c'est là que j'ai pris connaissance de la gravité quand même de la chose. À ce moment-là, Samuel part pour Bruxelles en hélicoptère, suivi par Rachel et sa famille en voiture. Pendant ce temps de formation de 4 ans, les familles lilloises ont été adressées aux cliniques universitaires Saint-Luc pour que les enfants soient opérés là-bas avec la présence des équipes lilloises. Enfin, de chez nous en tout cas et de Lille, c'était plus accessible Bruxelles, donc on pouvait faire les allers-retours. Et puis en avril 2026, Samuel il a eu besoin d'une autre opération et il a pu cette fois bénéficier de toute cette coopération entre régions puisqu'il a été directement opéré à Lille et Rachel a même pu l'accompagner jusqu'aux portes du bloc.
C'était confortable de se faire opérer à Lille parce que justement, du coup, en plus là, on avait 3 enfants à la maison. Donc moi, je pouvais rester auprès de Samuel. Mon mari faisait l'aller-retour, c'était plus pratique. Il a de la chance, Samuel, parce que parmi toutes les cardiopathies qui existent, la sienne est plutôt simple et ça a été réparé. Donc sa vie, normalement, va être normale. Il pourra faire du sport, il pourra faire tout ce que les autres enfants font. Et à terme, ces 2 hôpitaux, ils ont aussi pour objectif de former un pôle européen d'excellence et de recherche sur les cardiopathies congénitales. En tant qu'étudiante, et surtout étudiante à Lille, j'avoue que j'avais jamais pu imaginer l'Europe de manière si concrète, dans une chambre d'enfant, dans un couloir de CHU, et surtout dans le soulagement d'une maman qui n'a pas dû aller à Paris et qui a pu suivre son enfant pendant son opération. On parle souvent de l'Europe comme une idée abstraite et Kids Earth et tout ce projet, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ce reportage m'ont rappelé qu'on pouvait aussi la retrouver à 10 minutes de chez soi. Un grand bravo et merci à tous les participants de ce concours vidéo. Et puis merci aussi à l'équipe de production, Éménie Belaïd, Charlotte Prudhomme, Renaud Lefort et Oyana Almandoz. Et puis on se retrouve bientôt aux 4 coins de l'Europe. To put it simply, it's a European Union action plan designed to reduce disparities between regions across member states. Le but de ce financement est de réduire les inégalités de richesse entre les régions européennes. Les subventions ont permis à ce qu'on achète la cuisine, à ce qu'on achète le mobilier enfant. Les assistantes maternelles créent une petite communauté. La Pologne, voisine directe de l'Ukraine, est devenue le principal pays d'accueil. Et c'est ici, à Cracovie, qu'environ 150 000 Ukrainiens sont réfugiés. We have access to the medicine, free access to the medicine. For those who cannot afford the private medicine, we need to have places like the strict reserve of the Białowieża National Park. C'est quelque chose qui était là pour que les gens puissent se retrouver, donc notamment à travers les repas. The River Pada does indeed have a connection to Europe. But is that really true? With its clear waters and modest length of 4.6 kilometers, the Pada is the pride and joy of Paderborn.